à la communication suivante. Alban, Comet, faut-il opérer toutes les maculas? Maculae. Alors, merci pour l'invitation, merci Clémence de me permettre de participer à cette session de chirurgie. Donc mon sujet, il enchaîne parfaitement avec celui de Mathieu sur les chirurgies maculaires où justement, il y a quelques cas où il ne faut pas se jeter dessus et la surveillance est de mise. Pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions aujourd'hui, hein? C'est que il y a énormément de progrès dans la chirurgie vitréo-rétinienne. Les calibres des vitréotomes ont fortement baissé. Maintenant, on est sur du 27 gauche quasi standard parce que la rigidité est renforcée, la vitesse de coupe est augmentée, quel que soit le laboratoire, ou quasiment quel que soit le laboratoire. Le débit d'aspiration est très grand et donc on déplace le curseur grâce à l'analyse OCT préopératoire. On dépiste beaucoup mieux les anomalies de l'interface. On déplace le curseur d'une chirurgie qui était avant curative sur une chirurgie qui est maintenant préventive. D'où cette question, est-ce que à 10 dixièmes on opère les membranes, est-ce qu'on ne les opère pas? Moi, je voulais donc essayer de faire un petit panorama des pathologies maculaires où, ben, pareil, il ne faut pas se précipiter, il faut savoir prendre le temps, observer. Donc on commence par les trous lamellaires avec des proliférations gliales et puis rétiniennes. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans la population générale, mais dès lors qu'il y a des trous maculaires de pleine épaisseur ou des trous lamellaires, on voit très fréquemment, c'est- pardon, là où il y a la petite flèche blanche, hein, cette petite prolifération au-dessus de la rétine qui peut être plus ou moins épaisse, plus ou moins étendue. À l'époque, on avait l'habitude de ne pas les opérer. Mais maintenant que c'est toutes ces améliorations et cette facilité accrue de chirurgie, on se rend compte que même si c'est décrit comme étant assez peu évolutif, si on fait un retour 10 ans en arrière, en avant, pardon, sur ces patients qui ont une acuité visuelle abaissée, on se rend compte que l'image OCT était meilleure. Et donc, on peut se poser la question d'opérer ces patients-là. Je crois que l'année dernière, on avait abordé ce sujet au cours du congrès. C'est pas comme les membranes épimaculaires, il n'y a pas de composante tractionnelle sur les couches internes de la rétine, ça va plutôt agir au niveau de la rétine externe et de la formation de trous maculaires. Alors, on se précipite pas là-dessus parce que la matière de cette prolifération gliale est très particulière et c'est pas du tout comme une membrane, ça se retire pas aussi facilement que les membranes épimaculaires. C'est vraiment épais, on a l'impression d'avoir du tissu rétinien, parfois on sait pas trop ce qu'on fait. La tâche au niveau fovéolaire est très importante et donc il y a des risques de trous maculaires, environ 15%. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et savoir décider à quel moment on opère, puisque lorsqu'on le fait, on est sur de la prévention de l'aggravation, mais encore faut-il qu'on ait identifié au cours des mois de suivi d'une aggravation au niveau OCT ou sur l'acuité visuelle. Voilà plusieurs exemples de prolifération gliale épimaculaire et sur le côté droit, euh, initial et la formation d'un trou maculaire. Il y a les trous maculaires traumatiques de l'enfant. Alors, ça c'est ou de l'adolescent, hein, c'est des phénomènes contusifs ou sur des phototraumatismes au laser. Ça, c'est sûr que c'est pas comme chez l'adulte, on les opère pas. Il y a un taux de fermeture de presque 50 au cours des 2 premiers mois après le traumatisme, essentiellement lorsque le trou maculaire est de petite taille et ça, toutes les études qui analysent les trous maculaires traumatiques du sujet jeune sont unanimes, hein. On opère en général après 2-3 mois puisqu'il y a des grands taux de fermeture. Et c'est l'acuité initiale qui fait le pronostic fonctionnel final. Alors, il y a des exceptions, hein. Vous voyez, ce jeune que j'ai reçu en consultation, il a un traumatisme majeur du pôle postérieur. Les couches internes ont morflé. À 3 mois, on a une atrophie complète dans le secteur supérieur des photorécepteurs. Bon, ça s'est pas fermé, mais si on l'opère, il n'y aura pas d'amélioration visuelle. C'est quand même un traumatisme pour la famille, pour l'enfant. Donc, bon, il faut savoir ne pas le faire. Et bon, l'acuité visuelle reste basse. Chez le myope fort, le trou maculaire, pareil. On se jette pas dessus comme chez les métropes. Il existe des trous chez le trou maculaire idiopathique de l'hémétrope, des taux de fermeture spontanée qui sont décrits de 3 à 5%. Chez le myope fort, ça existe aussi. C'est plus rare, c'est souvent lié à des libérations des adhérences vitréo-rétiniennes tout autour des arcades.
Souvent, ces trous maculaires du myophore, ils sont asymptomatiques et on les découvre de façon fortuite sur un OCT. Ils sont de très petite taille et le myophore de base, il a souvent pas une très très bonne acuité visuelle et il peut arriver à continuer à voir sur le bord du trou maculaire, donc on se précipite pas. Ça, c'est plusieurs exemples de fermeture spontanée. Alors en bas, en 12 mois, vous voyez que le trou il se ferme. Au milieu, c'est plus long, c'est en 24 mois. On se permet d'attendre parce que le patient est asymptomatique. Et sur le côté droit, en 6 mois. Par contre, il faut savoir faire l'indication. Sur le cas en haut à gauche, il y a un petit trou maculaire de très petite taille. À 4 mois, le patient y revient. Il y a une baisse de l'acuité visuelle. C'est pas énorme au niveau de l'iconographie, mais il y a clairement une baisse, c'est symptomatique, on l'opère. Donc chez les myopes forts, hein, tout est difficile, la longueur du globe est fortement allongée, il faut être sûr qu'on puisse aller accéder au pôle postérieur, donc souvent il faut des longueurs axiales préopératoires, des pinces spéciales, pardon. La rétine elle est très fine, l'épithèle pigmentaire est peu pigmenté, donc on peut vite aller faire des trous, ça peut se compliquer et devenir un peu cataclysmique derrière. Les fovéoschisis du myope fort, ça aussi, on sait que ça peut être résolutif. Donc, quand on a un fovéoschisis du myope fort, on ne va pas se jeter sur l'opération. Il y a 20% dans une étude faite sur la Riboisière de fermeture spontanée. Et le plus souvent, là aussi, associé à des modifications maculaires au niveau des adhérences vitréennes. Donc, on les surveille. Par contre, à quel moment est-ce qu'il faut savoir les opérer? Ça, Mathieu, il en a parlé juste avant, hein, c'était son travail qu'il avait publié. Et ce qu'on sait, c'est qu'il faut le faire avant que l'acuité visuelle soit trop basse. Donc il y a un cut-off à 5 dixièmes, qu'il y ait une souffrance au niveau de la rétine externe ou alors qu'il y a un DSR qui apparaît. En dessous de ça, on a des acuités et des récupérations visuelles qui sont moins bonnes. On ne se jette pas dessus parce que taux de complications important, 10% de trous maculaires lorsqu'ils apparaissent sont difficiles à fermer. Et pour avoir regardé un peu les images, pour essayer d'en sélectionner, il y a des catastrophes qui apparaissent sous silicone, des commandes. Voilà, donc on se méfie. C'est sûr que quand on a un œil comme ça avec des staphylomes tels, on y réfléchit à 2 fois en général avant d'aller se jeter là-dessus. Et 2 exemples, un premier de résolution spontanée qui est pas exceptionnel mais qui est quand même significatif. On voit la bride de vitrée que vous devinez au niveau de fovéolaire qui s'est libérée. Et à droite, une amélioration initiale qui dans un deuxième temps se réaggrave. À ce moment-là, il faut poser l'indication de chirurgie. Et enfin, les tractions vitréomaculaires. Alors, pour avoir fait quelques rétines quand même, ça j'avoue, je crois que j'en opère jamais, ou très, très rarement. Il y a une classification CT que j'aime bien, c'est facile, 1, 2, 3. 1, 2, c'est stable dans le temps, donc c'est juste des logettes, des couches internes de la rétine. En général, ça ne s'aggrave pas. On peut exceptionnellement les opérer si le patient est jeune et il est symptomatique. À ce moment-là, ça se discute avec lui. Par contre, les stades 3, il y a des souffrances de la rétine externe, des risques de trous maculaires, en général dans 10%. Et dans l'étude qui est juste en dessous, dans une large cohorte, il y avait 20% des patients qui étaient opérés sur des tractions vitréomaculaires, essentiellement des stades 3. Donc dans la traction vitréomaculaire, en général, on opère les stades 3 et c'est surtout en discussion avec le patient. Donc pour conclure, dans la chirurgie maculaire, dans ces quelques cas, alors il y en a d'autres, hein, les maculopathies sur fossettes globomateuses, on aurait pu aborder, mais il faut mettre le patient au centre de la discussion. Il faut savoir, nous, en tant que chirurgiens, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que c'est juste une amélioration anatomique? Est-ce qu'on compte avoir une amélioration visuelle? Est-ce que c'est préventif d'une aggravation ultérieure? On prend en compte de la particularité du patient, est-ce que son œil il est myope? Les trous maculaires du syndrome d'Alport, ça se ferme jamais, c'est catastrophique, donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et savoir poser l'indication, ça c'est l'expérience qui montre que la patience est souvent une des meilleures armes d'un bon chirurgien. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pour Alban? Moi, j'avais juste une question sur les trous lamellaires dans ton expérience. Finalement, maintenant, quand tu vois un trou lamellaire dégénératif comme ça, avec les bords qui sont très altérés de la rétine interne, tu les opères direct, tu les surveilles, et qu'est-ce que tu dis aux patients? Parce qu'il y a effectivement un petit taux de trou maculaire post-opératoire, et la chirurgie marche
est pas toujours très efficace en termes de récupération visuelle. Donc c'est quoi ton attitude, en pratique? Je les opère pas, je les surveille, mais en les voyant et en me remettant 10 ans en amont, on se rend compte qu'en fait l'OCT, il est extraordinairement beau et donc l'acuité visuelle, lentement, elle décline avec les modifications OCT qui vont avec et on le voit pas, le patient le voit pas parce que c'est hyper lent. Donc la réponse, elle est pas si simple. Première fois que je le vois, je l'opère pas, je le surveille et si je me rends compte qu'il y a une aggravation au niveau anatomique, c'est dans les 12-18 mois, ça évolue pas du jour au lendemain, sauf s'il y a une souffrance au niveau de la rétine externe, à ce moment-là, je l'opère. Oui, les résultats sont assez étonnants, hein. Lorsque vous avez un amincissement fovéolaire qui se produit sur la durée et qu'une vision qui passe en dessous de 5/10, et que le microscope, il se plaigne d'amputation de l'être à la lecture, hein, s'aggrave, il faut pas hésiter à Ouais. opérer. Une stratégie un peu comme un trou maculaire, on mettra un tamponnement plus court et on fait un foveal sparing parce qu'il y a des risques de trou maculaire induits. Mais les résultats redonnent une anatomie centrale plus épaisse et on stabilise chez tous les patients et on peut améliorer un bon tiers des patients quand même. Ouais, alors en général, c'est ce qu'il disait, mais dans mon expérience, je trouve que c'est l'acuité visuelle en amont, je leur dis qu'il y en aura pas. Comme ça, je suis tranquille. Je veux pas leur vendre c'est du préventif de la dégradation. Il nous manque l'information des résultats à 10 ans parce que pendant longtemps on les a pas opérés et en fait une fois qu'on a comblé le trou et qu'on a récupéré une dépression fovéolaire, est-ce que dans 10 ans et ça va recreuser ou pas? Ça on sait pas. Parce que ça fait que trop peu de temps qu'on les opère. Ouais. Ce qui est certain, c'est que plus l'acuité visuelle initiale est basse, et ça c'est valable pour toutes les maculopathies, plus le pronostic post-opératoire à long terme est moindre. Donc il va falloir attendre, mais à un moment donné, on peut déclencher sur des chirurgies qui sont moins traumatisantes aujourd'hui, hein. Merci beaucoup.